Bonjour et bienvenue dans le monde d'après, celui où on aura sans doute beaucoup appris sur nous et sur les autres après quelques semaines de confinement. Mais comment ne pas commettre d'erreurs pendant, n'oublier aucun des enseignements après, prendre et appliquer des résolutions tout le temps. J'ai envie de le demander à ceux qui avaient volontairement ou pas déjà vécu un isolement. Et aujourd'hui, c'est Victor qui va nous raconter son expérience. Salut Victor. Salut. Alors, juste, je raconte en 2 mots comment je t'ai rencontré. Je ne sais même pas si toi, tu le sais. Victor, je l'ai rencontré un peu étrangement, en fait. Un jour, j'étais assis à la terrasse d'un café. J'avais le nez dans mon téléphone, comme toujours. Et il est passé dans mon fil Instagram, je ne sais même pas comment. Il s'est retrouvé là. J'ai vu un ébouriffé faire des trucs chelous. J'ai levé la tête et là, il passait au même moment dans ma rue. Donc, je me suis dit qu'il y a un message divin, il y a un truc. Donc, je l'ai followé sur Instagram. Je l'ai recroisé plusieurs fois sur la même terrasse, dans ce même café en bas de chez moi. On a même fini par échanger 2 mots autour d'un café. Fin de l'histoire. Et quand le confinement est arrivé, on est beaucoup, je pense, en fait, à avoir découvert ce petit côté coach de luxe, avec un énorme potentiel, un petit rendez-vous quotidien super efficace pendant un mois. Et moi qui avais cru comprendre qu'il était réalisateur et comédien sur YouTube, je l'ai aussi découvert coach sportif, prof de philo, et j'imagine qu'il y a plein d'autres choses que je ne sais pas. Mais en fait, là, surtout, tu es avec nous pour nous raconter ton histoire particulière avec le confinement. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, comment tu as déjà été confiné dans ta vie? Alors déjà, Eric, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Je ne savais pas que Non, tu mais m'avais… C'est ouf comme connexion. on Parce est que là pour apprendre des trucs. depuis un mois qu'on a fait un peu de sport ensemble et tout ça, via Internet et les réseaux, on apprend à se connaître, mais je ne savais pas d'où venait ce truc-là. Et je me souviens qu'on avait pris un café ensemble, enfin qu'on avait discuté autour d'un café rapidement à Paris, mais je ne savais pas l'origine de ce truc. C'est assez marrant, c'est forcément un signe. Ok, et bah du coup, moi… Mon histoire personnelle, elle est que j'ai été confiné. J'ai été confiné 2 fois dans ma vie à la suite d'une maladie pulmonaire qui a pris en fait, en gros, 2 ans complets avant d'être réglée. Et du coup, c'est un confinement qui est assez, enfin, qui résonne pas mal avec ce qui se passe aujourd'hui parce que c'était un confinement qui était lié à la santé, qui était médical. Moi, c'était pour une maladie qui s'appelle la tuberculose. Et donc, j'ai été confiné une première fois à l'été 2013 et une deuxième fois dans le courant de l'année 2016. Et entre-temps, j'ai été malade avec des hauts et des bas et j'ai eu 2 grosses périodes de confinement. Voilà. Donc, tu as eu une rechute. J'ai cru comprendre que c'était une rechute qui est un cas extrêmement rare voilà. quand on a une tuberculose. Ouais, exactement. J'ai eu la tuberculose, donc j'ai chopé ce truc-là. Difficile de savoir comment, mais en tout cas, les conséquences de ça, c'est que j'ai été confiné dans un appartement. À l'époque, j'étais à l'étranger. Je suis rentré de l'étranger et j'étais jeune, j'avais 21 ans. Et on m'a dit, bah voilà, vous avez des trous dans les poumons. En gros, c'était ça le truc, quoi. Vous avez des trous dans les poumons. Et c'est une maladie contagieuse, donc il faut vous mettre à l'isolement. Donc j'ai eu, à l'époque, c'était assez difficile parce que mes proches, enfin tout le monde n'était pas complètement serein à l'idée de pouvoir m'accueillir chez soi, ce que je peux comprendre, hein. Et du coup, j'ai eu un appartement à moi. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a pu me dégoter un petit appart dans ma ville natale à Poitiers. Et donc le premier confinement, il s'est fait dans un appartement. J'étais dans un appartement et voilà, j'ai vécu ça comme ça. Et le deuxième, combien de temps plus tard? Et le deuxième, 1 an et demi plus tard, en gros. Enfin, parce qu'en fait, il y a eu le premier moment de confinement et ensuite, il y a eu le traitement qui a duré 9 mois. Et ensuite, après ce traitement de 9 mois, 1 an et demi plus tard, donc je ne sais pas, ça doit faire un peu plus de 2 ans en tout, j'ai été reconfiné à nouveau parce que un matin, je me lève, après avoir vraiment eu la certitude que ce truc-là était complètement derrière moi, je me réveille et je vais défendre mon mémoire à l'université et je crache du sang sur la route. Et là, j'ai tout le passé de ce premier confinement, de cette première maladie qui remonte. Et direction hôpital, les tests. Et on me dit, c'est étrange, c'est bizarre, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà. Et deuxième confinement, moins marrant que le premier. Déjà que le premier n'était pas drôle, mais le deuxième a été encore moins drôle parce qu'il était
à Bichat, dans une chambre d'hôpital, avec un personnel soignant complètement adorable et mignon et gentil, mais malgré tout, derrière un hublot, avec un masque sur la tête et dans une chambre d'hôpital. Donc, vraiment quelque chose de particulier. Et quand j'ai entendu les premiers témoignages de tout ça, j'ai été très sensible à cette maladie-là. Et avant même qu'on dise confinez-vous, j'ai dit aux gens autour de moi, faites gaffe les gars, parce que ça fait peur. Et beaucoup de gens à l'époque le prenaient un peu à la rigolade. Et je disais, c'est drôle tant qu'on n'est pas celui qui est de l'autre côté du hublot et tant qu'on n'est pas touché pour de vrai. Mais quand on voit les autres, sa famille, ses proches de l'autre côté d'un hublot de chambre d'hôpital et qu'on se dit peut-être, je ne pourrais plus jamais les serrer dans mes bras parce que c'est une maladie contagieuse. Et c'est ce qui est très particulier dans ce truc-là. Dans la tuberculose comme dans le coronavirus aujourd'hui. Et ben, du coup, ça donne une autre perspective aux choses. Et ça, moi, dès le début, ça m'a un petit peu inquiété, quoi. Voilà. On reviendra sur ce que tu en as retenu et du coup, comment tu agis face au confinement un peu général. Mais si on reste sur cette période-là, qu'est-ce qui t'a en fait le plus marqué? Ces 2 premiers confinements forcés, c'était quoi? Tu as eu des moments d'étonnement? Tu as eu alors, il y avait un poids de santé qui Ouais, forcément bien venait sûr. percuter l'ensemble. Mais si on regarde vraiment la partie confinement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, surpris, que tu as retenu plus particulièrement? Ouais, bah déjà au début, on n'a pas envie. Il y a un acte un peu de. Je l'ai vu beaucoup chez les gens là qui ont été obligés d'être confinés. C'est un peu un truc naturel, je pense, c'est de se dire bah en fait non, je t'emmerde, je fais ce que je veux, j'ai pas envie et de pas trop accepter ce truc-là. Et en fait très vite, on se rend compte que bah non seulement c'est obligatoire, mais c'est pas seulement obligatoire parce que on nous l'impose, c'est obligatoire pour soi et c'est obligatoire. Voilà, une fois qu'on a passé le cap de se dire putain, fais chier, je suis enfermé et qu'on dépasse un peu ce truc-là, en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait être une opportunité de me transformer, quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu très vite. J'ai été très frustré d'être malade parce que j'étais un jeune type qui n'était pas malade, qui avait l'impression que ça ne pouvait pas trop m'arriver, etc. Comme voilà, c'est pas exceptionnel, hein, tout le monde pense un peu ça, je pense. Et d'être confiné, ça m'a beaucoup surpris. Enfin, ça m'a bloqué au départ. Vraiment, j'ai vu ça comme ça. Et ensuite, je me suis dit, bah, tu es dans cette situation, c'est unique. Essaye d'en tirer quelque chose. C'est mon oncle qui m'avait dit ça. Mon oncle qui s'était. Lui, il avait vécu ce truc-là pour quelque chose d'un peu moins grave, mais il s'était cassé la jambe. Et pendant 3 mois, il avait été obligé de rester chez lui. Il m'avait dit, tu sais, Victor, c'est une des expériences que je garde en mémoire le plus dans ma vie. C'est ces 3 mois où j'avais été obligé de rester sur mon canapé et à réfléchir et à inventer. Il s'était mis à la musique, lui, il avait fait tout un tas de choses. Et moi, ça a été le point de départ de pas mal de mes projets, notamment de ma mise au sport vraiment profonde et intense. Ça a été un vrai point de départ. Alors, il y a eu la mise au sport, puis je crois que tu as même changé de parcours, parce que tu as changé de voie Ouais, professionnelle en fait. exactement. Quand j'ai, en fait, donc à l'époque, j'étudiais les affaires internationales à Sciences Po. Et quand j'ai eu ce truc-là, en fait, ça a mis beaucoup de choses à plat dans ma vie. Alors, c'était le fait d'être malade, c'est sûr, le fait que ce soit une maladie, et que je me pose la question de ma santé, du potentiel de m'en sortir ou pas. Ça c'est sûr, ça travaille. Mais aussi, le fait d'être bloqué dans un espace oblige à reconsidérer les choses, à relativiser pas mal de choses. Et on n'a plus plus aucune échappatoire. On est bloqué chez soi ou dans un petit appart ou dans une chambre d'hôpital pour la deuxième fois. Et on est dans l'obligation de se faire face à soi-même. Et donc de faire face à ce qu'on fait comme boulot, à ce qu'on fait dans la vie, à la nana avec laquelle j'étais, à mes amis. Ça met tout ça en perspective. Pas en mal ou en bien, mais en tout cas de façon forcément sincère. C'est forcément un moment de sincérité que d'être confiné parce qu'on est soi face à soi. Et même s'il y a les réseaux sociaux, et même s'il y a Internet, et même si on peut regarder ailleurs, au final, on est toujours obligé de revenir un peu à soi. Et en ça, je pense, c'est complètement exceptionnel et c'est complètement une chance. Avec le recul, moi, ces 2 confinements, ils ont toujours changé ma vie. Dans le premier cas, à l'époque, donc, je faisais des affaires internationales et je me suis dit, Victor, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais et dans quel sens tu vas. Et donc, quand je suis retourné à l'école après mon traitement, donc j'intégrais ma dernière année de Sciences Po et j'ai demandé à changer de filière. J'étais donc en affaires internationales et je me suis dit, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était du journalisme, c'était aller sur le terrain, c'était vivre 1000 vies différentes. Avec moi, à l'époque, c'était mon appareil photo et je voulais partir dans cette direction de photojournalisme.
Et donc, j'en ai parlé à l'administration de Sciences Po, qui avait été assez compréhensive avec tous mes cas de ma maladie et comment les choses avaient été faites et tout ça. Mais quand je suis arrivé dans les bureaux de l'administration, ils m'ont dit ah non, Victor, vous avez démarré en affaires internationales, vous ne pouvez pas passer en journalisme comme ça sur votre dernière année, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que dans n'importe quel autre contexte, j'aurais dit bon, bah tant pis, je vais attendre et puis je ferai autrement. Et là, j'avais ce truc de me dire j'avais tellement eu cette certitude que c'était ce que je voulais faire que je n'ai pas laissé la possibilité qu'on me dise non, en fait. Et j'ai dit, bah si, moi je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire du journalisme. On s'arrange comme vous voulez, mais il faut que je puisse préparer les concours d'école de journalisme et pouvoir intégrer une filière de journalisme l'année prochaine. Donc, on s'organise comme ça. Et alors, j'ai imposé ça. Je ne l'ai pas imposé. Ils ont été bienveillants vis-à-vis de moi. Ils ont compris la démarche. Mais j'ai été le seul cas de cette promo à pouvoir faire cette transition-là. Et donc, voilà. Ça, c'était pour la première fois. Et puis, pour la deuxième, j'étais parti dans mes études de journalisme et ça allait plutôt bien, etc. Et puis, à la fin de ça, j'ai encore remodifié mes perspectives et tout ça. Et encore une fois, grâce au confinement, quoi. Ça a toujours remis les pendules à l'heure, quoi. Les 2 fois, en tout cas. Tu me disais aussi que ça avait remis une nouvelle importance dans les gens, en fait, dans la relation que tu as aux gens Ouais. et même que tu avais développé une espèce de superstition et de croyance à ce moment-là. Ouais. C'est quoi? À fond. Alors ça, je ne sais pas si c'est le confinement ou vraiment la crainte de perdre les gens, mais c'est sûr que ces situations extrêmes, et on les a aujourd'hui parce que finalement, en fait, même si aujourd'hui on est confiné et qu'on n'est pas forcément malade, il y a ce doute de se dire, en fait, on prend conscience de manière très palpable que les gens ne sont pas éternels, qu'il y a des gens qu'on connaît qui décèdent, qui peuvent être vieux, jeunes, et qu'il y a des choses qui nous dépassent fortement. Tout ça, ça met les choses en perspective. Et moi, quand j'étais tombé malade, j'ai pris vraiment conscience de l'importance qu'avaient les gens pour moi. Alors, j'ai été confiné une période, donc je pouvais voir assez peu de gens pendant une période, très peu de gens avec beaucoup de précautions. Et du coup, c'était complètement miraculeux de pouvoir être avec ces gens-là et qui m'accordent de leur temps. Et donc, ça a complètement changé. Comme tu peux le voir, j'ai pas trop de mal à parler, à discuter de moi. J'aime bien, ça me pose pas de problème de parler de moi. Et là, cette fois-ci, j'avais qu'un besoin, c'était d'échapper à ce que je vivais. Et donc, j'ai beaucoup appris à cette période-là à écouter ce que les gens avaient à me dire. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré écouter leurs histoires, ce qui se passait quand ils venaient chez moi boire un café et que j'avais ces petits moments où je m'autorisais et où on m'autorisait à voir d'autres humains. Je prenais vraiment ce qu'il y avait à apprendre d'eux et c'était vraiment des moments que je chérissais à fond. Et ça m'est un peu resté. J'ai vraiment eu cette sensation de pouvoir, ce confinement-là, donc d'être séparé des gens, c'est en me séparant des gens que j'ai pris conscience de l'importance qu'ils avaient pour moi, d'à quel point j'étais entouré de gens qui étaient exceptionnels parfois, qui me manquaient pour telle et telle raison. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri. Et puis, ça a coupé toutes les barrières de non-dit avec les gens à l'époque. Que ce soit ma chérie de l'époque, que ce soit ma mère, mon père, ça a fait tomber toutes les barrières. Alors, je pense que c'était un mix de ce confinement et de la maladie aussi, mais ça a fait tomber toutes les barrières parce que je me suis dit, si jamais c'est les dernières fois qu'on se voit et c'est les dernières choses qu'on a à se dire, il est hors de question qu'il y ait des choses qui passent à la trappe et qui ne soient pas exprimées, tu vois, qui ne soient pas sincèrement dites. Et donc, je suis rentré dans des discussions très intimes avec des gens que je pensais connaître, mais que j'ai appris à connaître d'autant mieux pendant ces périodes-là. Ces enseignements, comment tu les as appliqués au moment de l'arrivée de cette pandémie? J'ai compris que très vite, tu n'as pas rigolé sur le sujet. Autour de toi, tu as été voilà, celui sans doute qui a été le premier respectueux des gestes barrières. Ouais. Quoi d'autre? En fait, dès que ça a démarré, je me suis dit… En fait, quand la première semaine, donc il y a eu un jour, ça devait être un samedi, où les bars se sont arrêtés. Et moi, dès le jeudi d'avant, j'ai pris un peu conscience de l'ampleur de ce truc-là et je me suis dit, oula, merde. Et de jeudi à samedi, j'étais mal. De jeudi à samedi, j'étais mal parce que le monde continuait de tourner. Et moi, j'avais l'impression que c'était dangereux de laisser le monde continuer de tourner. J'avais peur, en fait, pour moi. J'avais peur et j'avais du taf, j'avais du boulot, j'avais des trucs à faire. Et donc, il fallait bien que je fasse face et tout ça. Et je me disais, merde, comment on va s'en sortir de ce truc-là? Ça va se barrer en sucette, quoi. Ça va se barrer en sucette. Et donc, j'étais pas bien. Et puis, le samedi, on arrête les bars et les restos et tout doit fermer à minuit. Et j'entends ce message-là. Et là, je me dis, et finalement, ça me rassure, en fait. Je me dis, OK, c'est bon.
on va prendre le truc en main, on va faire comme moi j'ai dû faire quand j'étais malade, on va se confiner, on va faire ce qu'il faut pour régler ce problème et on va le prendre à bras le corps. Et j'ai compris que de cette fermeture des restaurants, on allait aller vers un confinement. Du coup, je me suis dit, OK, c'est maintenant que ça se fait et il ne faut pas rater le coche parce que ça va vite dans ces cas-là. Et que le jour, et puis ça peut être un jour, on ferme les bars et le lendemain, tout est bloqué. Donc, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, voilà, ça va fermer ici. Moi, je me vois pas, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va durer du temps et je veux pouvoir être ici. Et voilà. Donc, il est venu me chercher. On est tous les deux depuis. C'était il y a un mois. Et voilà. Et tout de suite, je me suis dit, j'étais dans le mode de me dire, j'ai pris mon appareil photo, mon ordi. Je savais que j'allais rester un peu longtemps. C'est donc mes deux outils de travail. Et voilà. Et je savais que ça allait être une opportunité pour fabriquer des choses nouvelles. Et j'en suis même content parce que j'ai senti tout de suite, et je le sens et je le sais, que ces périodes-là, elles sont complètement uniques. Elles étaient uniques pour moi il y a quelques années et j'étais tout seul dans mon coin. Mais aujourd'hui, la Terre entière s'arrête de tourner. La Terre entière, 3 milliards, plus de 3 milliards d'humains qui sont confinés, voilà. Tout le monde s'arrête et on a tous ce moment-là, cette opportunité pour se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a du temps. On a du temps pour s'ennuyer. On a du temps pour penser à nous, pour penser à ceux qu'on aime, pour fabriquer des choses nouvelles. Et donc, tout de suite, je me suis dit, go, ça peut paraître absurde, mais je me suis vraiment dit, cool, cool. Ça va être ce moment unique que j'ai vécu il y a quelques années et qui m'a permis de changer ma vie et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui me plaît plus que ce que j'avais avant. Et donc, je me dis, bah, c'est next step, nouvelle étape et on va faire encore mieux. Voilà ce que je me suis dit. Et je peux témoigner du fait que tu as été un des seuls, je crois, que j'ai vu passer qui, dès le premier jour de confinement, tu étais déjà à 10 heures à proposer un live sur Instagram et à faire des choses, en fait, à être dans la construction, là où on voit bien que pour tout le monde, il a fallu une dizaine de jours pour trouver ses marques, quoi, s'inventer un espèce de quotidien. Toi, dès le premier jour, tu y étais. J'étais parce que je me suis souvenu du passé. Donc, je me suis souvenu, en fait, la toute première fois que j'ai été confiné, donc je suis tombé malade, vraiment pour un jeune de 21 ans, c'est fait bizarre hein, quand on te bloque et qu'on te dit, bah non, tu n'as pas le droit, tu restes là et tu fais comme ça. Et tu vois les autres s'amuser, fumer, boire. Moi, j'avais interdiction de faire tout ça, bien sûr. En plus de pouvoir voir les gens, j'avais absolument interdiction de faire quoi que ce soit qui sortait des clous, quoi. Et donc, c'était très frustrant. Et j'ai passé d'abord une première partie de mon confinement, la première fois, à broyer du noir et à me dire, et à être malheureux, profondément malheureux de tout ça. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Et à l'époque, ce qui est différent, c'est que j'étais le seul confiné. Okay, donc, je voyais le monde continuer à avancer. C'était très frustrant. Et je me suis dit, putain, c'est hyper injuste, c'est hyper injuste, c'est hyper injuste. Et un jour, je me suis dit, Victor, tout le monde me disait oh mon pauvre t'as pas de chance, c'est pas de bol ce qui t'arrive, c'est pas de bol. On me disait ça, putain t'as pas de bol, c'est pas de chance. Et je me suis dit allez vous faire foutre en fait. Je vais sortir de là et vous allez me dire putain t'as eu du bol d'avoir la tuberculose, c'est ouf comment ça t'a changé. Et je me suis vraiment mis ça dans la tête. C'était donc en 2013 ou 14 2013 et je me suis dit ok je vais sortir de là et les gens ils vont se dire mais c'est quoi cette maladie, c'est génial, ça t'a rendu meilleur, ça t'a rendu donc moi le seul support que j'avais à l'époque ça a été le sport. Donc au départ pendant longtemps j'ai pas pu du tout en faire parce que les traitements m'empêchaient physiquement de voilà, j'avais du mal à marcher déjà, j'ai eu beaucoup de traitements et des mélanges et des mix de traitements parce qu'il y avait des complications, donc ça a été assez technique et dès que j'ai pu remettre un pied devant l'autre, je suis allé m'inscrire dans une salle de sport. Dès que j'étais plus contagieux aussi. Et j'ai commencé à faire du sport avec comme objectif d'abord récupérer le poids que j'avais perdu et ensuite de me dépasser et de me fabriquer un corps qui allait pouvoir faire face, quoi. Contrairement à celui que Tu avais j'avais. perdu 8 kilos, hein, c'est ça? Ouais, j'avais perdu 8 kilos en 3 semaines, 3 semaines, un mois. C'était allé très, très vite. J'avais perdu beaucoup de poids. Et puis, au-delà du fait de ne plus bouger, d'être sous un traitement qui fait déjà perdre du poids et machin, il y avait le contre-coup j'étais à l'étranger, je rentre, j'étais en Californie, je vivais ma meilleure vie, je reviens à Poitiers dans un petit appart où je suis tout seul, je peux voir personne. Enfin, ça a été vraiment une grosse déprime, une grosse déprime. Et puis voilà. Et puis en fait, dès que j'ai commencé à reprendre le contrôle, un tout petit peu de contrôle via le sport, ça a été vraiment le point de départ. Dès que j'ai vu qu'au bout de la première semaine déjà j'avais repris 1 kilo, je me suis dit vas-y, j'arrête plus. Et j'allais me buter là-bas 2 heures par jour et c'était les 2 seules heures
Je me déchirais pendant 2 heures et chaque abdo, je me disais, Victor, c'est ce qui va te sortir de ce truc-là. Victor, c'est ce qui va te sortir de ce truc-là. Victor, c'est ce qui va faire que tes résultats d'analyse, c'est ce qui va faire que tu vas sortir plus fort, c'est ce qui va faire. Et chaque mouvement, chaque truc, vraiment, c'était presque méditatif. Je me souviens de ça. Pas parce que j'ai un mental plus que les autres ou machin ou quoi. C'est juste parce que quand tu n'as pas la solution, quand tu ne peux pas penser à autre chose qu'à ça, que c'est ta seule voie de sortie, bah, du coup, tu mets tout dans ce que tu fais, quoi. Tu mets tout dans ce que tu fais. Et ben, donc, fort de cette expérience-là, et donc je sors de ça avec. Et effectivement, ça avait marché, quoi. J'étais plus le même mec, j'avais repris plus de poids que j'en avais perdu. Physiquement, je m'étais développé et c'était une satisfaction parce que ça avait touché mon corps, tu vois. Et donc, de pouvoir reconstruire un corps à partir de ce corps meurtri vraiment et fatigué et éreinté, c'était une vraie fierté. Puis, j'avais dépassé ce truc-là, j'étais plus malade, en tout cas pendant une période, puisque je suis retombé après. Mais ça m'a vraiment. Voilà. Donc, fort de cette expérience, dès que je suis arrivé ici, je me suis dit go. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de faire du sport. C'est-à-dire de dire allez les gars, vous allez vivre un truc que j'ai vécu il y a quelques temps, sans forcément, j'ai jamais évoqué ce truc. Tu as vu dans mes lives, avant j'ai eu la tuberculose. C'était pas le but. Le but, il n'était pas de parler de ça forcément, mais au moins de dire les gars, là on a une opportunité unique, c'est de partir sur. On a plusieurs semaines où on va avoir que ça à faire. Et ben venez, on passe des humains qu'on est à une meilleure version de ce qu'on était, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Du coup, au bout de tout ça, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Tu as des nouveaux projets, tu as développé d'autres choses, tu avances plus vite sur ce que tu avais prévu? C'est quoi le Ouais, quotidien? j'ai commencé à. J'ai été pendant quelques temps réceptionniste d'hôtel de nuit. J'ai dit oui à Ah, ça. tu vois qu'il y a des trucs que je savais pas. Ouais, Ben voilà, j'ai fait ça un jour. À la suite de mon master en journalisme, j'ai fini mes études de journalisme et on m'a proposé ça qui est assez absurde. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Donc, je suis parti, j'ai fait 8 mois de réception d'hôtel de nuit parce que je trouvais ça assez excitant, l'idée d'aller travailler la nuit et voir des gens rentrer et sortir à des heures pas possibles dans un hôtel. Donc j'avais envie d'expérimenter ce truc-là, j'ai fait ça. Et à cette époque-là, c'était il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire un bouquin. Ce qui était, voilà, j'ai commencé à écrire ce truc-là sans d'autres prétentions que d'avoir envie de raconter cette histoire-là. Donc, j'ai fait ça et j'ai continué, mais malheureusement, pas malheureusement, mais la vie, elle est faite de telle sorte que passer du temps à des projets qui ne rapportent pas directement de l'argent, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Soit on est rentier et on peut se le permettre, soit pour la plupart, on est obligé d'abord de gagner de l'argent avant de pouvoir se dire on fait un truc. Donc, j'ai repris ça, qui était quasiment terminé. Je suis en train de le terminer aujourd'hui et j'ai du temps pour le faire. Donc, je fais ça, je fais de la musique. J'ai lancé ces lives de sport que j'ai arrêté parce qu'il me prenait presque trop de temps. Donc, voilà. Et puis, je travaille sur un projet de série documentaire qui reprend un peu mon histoire et qui l'intègre avec la rencontre de sportifs, d'athlètes de très haut niveau dans la quête justement du développement de son corps et de sa tête, quoi. Voilà. Donc, je travaille sur ces 3 projets, beaucoup d'écriture. Du coup, c'est ça que je fais aujourd'hui. Et l'écriture, ça demande du temps et du coup, du temps, on en a. Donc, ça, c'est très, très agréable. C'est là-dessus que je bosse. Donc cette fois-ci, ça t'a plutôt permis de reprendre ou d'accélérer des projets que tu avais déjà initiés. Ça t'a pas fait changer de voie de nouveau ou Non, ça m'a pas inventer de fait nouvelles changer de choses? voix. Ça m'a pas fait changer de voix, mais ça m'a fait faire un truc que j'osais pas faire depuis des années. C'était de créer une chaîne YouTube. Parce que donc moi, je suis réalisateur, je suis comédien aussi. Voilà, à ma petite échelle, hein, je suis pas, voilà, mais je fais ça. Je fais des clips, je réalise des choses sur le plan visuel et je suis comédien. Et j'ai ce projet de série documentaire et j'ai tout ça et j'ai beaucoup pensé à lancer une chaîne YouTube souvent. Et je me suis toujours dit ouais, mais c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu as à montrer? Qu'est-ce que tu as à donner? Voilà. Et au final, de lancer ces lives de sport, donc tous les matins à 10h, je faisais un live de sport où j'emmenais les gens avec moi selon peu importe leur niveau, ils venaient et on suivait un entraînement avec des groupes de niveau et boum boum, ça a commencé comme ça sur Instagram d'abord uniquement. Et puis ensuite, pour des raisons de praticité, j'ai dû créer une chaîne YouTube pour que ça rende les choses plus faciles. Et donc, le truc qui est sorti de ça, c'est que j'ai maintenant cette chaîne, j'ai ce support qui a amené un petit peu de gens à mon tout petit niveau. Mais j'ai ce truc-là, j'ai ce support. Et donc, je compte bien l'utiliser et développer ce truc-là parce que je pense que c'est un support assez magique et que c'est une chaîne de télé à soi où on fait exactement ce qu'on veut, sans limite. Donc, voilà, c'est assez excitant. Donc sur YouTube, c'est Jombert 3000. C'est là qu'on verra tout ce Vers que 3000, ce confinement t'aura amené à créer, à inventer, tout ce qui va ouais, sortir de tes voilà, et têtes. c'est le premier support, et sans jamais aucune prétention de dire je vais faire ci ou ça. Juste, je suis très excité à l'idée de fabriquer des nouvelles choses, de créer du contenu qui puisse être intéressant et de pouvoir montrer ce que je fais sur une plateforme en ligne. Ça, c'est cool. D'accord. Donc c'est là qu'il faut aller te suivre. Sur Ouais, Instagram, c'est aussi Jombert 3000 si vraiment
On veut te voir faire des conneries sur Instagram. Ouais. Et il nous tarde la suite, du coup, ça va être super. Ouais. Bah ouais, bah merci beaucoup, Eric, hein. Et merci à toi pour ton temps. Tu as une histoire qui est assez dingue, donc c'était passionnant. Merci pour ça. Et Ça a pu aider. c'est inspirant, en tout cas, sur la façon dont on peut faire de cette période un moment de création, d'introspection. Je pense qu'on le ressent tous un peu en vrai. Nous, pauvres humains qui n'avons pas vécu 2 fois cette expérience, on Non, commence mais à ressentir à peine ce dont tu parles, ce moment où bien on sûr. essaie de s'évader vers l'extérieur, mais en fait, ça revient toujours sur nous et on Ouais. est toujours sur une introspection. Le moment où on a besoin de créer des choses et plutôt de s'intéresser aux autres. Si moi je fais ça d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est que Mhm. plutôt que de se regarder, c'est plus sympa d'aller croiser d'autres expériences. Donc on commence à voir le début de ce que tu racontes, mais du coup ça prend une forme beaucoup plus concrète et c'est super inspirant. Donc merci beaucoup. Bah de rien, Eric, c'était vraiment un grand plaisir et c'est vraiment sans aucune vérité à donner, juste l'expérience que j'ai vécue. Et je suis certain qu'on va tous tirer un pur truc de ce truc-là et qu'on va vivre un très très bel été et puis de très belles choses après ça, forcément. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ciao. Salut, au revoir. Salut.